Bonjour à tous. J'ai l'honneur d'accueillir ce soir dans cette salle de l'Institut français de Prague le professeur Alain Badiou, une des personnalités marquantes de la scène intellectuelle en France et dans le monde. Il n'est pas question pour moi de donner un aperçu en quelques minutes de l'œuvre aussi vaste que variée d'Alain Badiou qui s'étend des ouvrages de philosophie aux romans et des essais politiques aux pièces de théâtre également. C'est bien le philosophe Alain Badiou que nous accueillons ce soir pour cette conférence intitulée « Qu'est-ce que la vérité ?» La notion de vérité occupe une place centrale dans l'œuvre philosophique d'Alain Badiou et elle débouche sur une théorie originale, donnant à la vérité un sens très différent des définitions anciennes, classiques ou modernes. Il ne s'agit ni de la vérité transcendante, ni de la vérité définie comme adéquation entre la chose et l'intellect, ni d'une notion existentielle de la vérité comme expérience ou dévoilement. À ma connaissance, pour Alain Badiou, c'est la notion d'événement qui joue un rôle originel et décisif dans la construction du processus de la vérité ou des vérités. Cette réflexion le conduit à définir la philosophie comme l'espace où il est possible de penser les vérités et les événements qui surviennent, dans les 4 champs de vérité que sont les mathématiques, la poésie, la politique et l'attention amoureuse, champs qui se trouvent déjà indiqués chez Platon, avec l'œuvre duquel Alain Badiou entretient un dialogue original et fécond depuis des décennies. Pour conclure cette brève introduction, je ne peux m'empêcher de signaler en forme de clin d'œil que nous sommes ici à Prague et que la devise de la République tchèque, héritée de Jan Hus et reprise depuis 1918, est Pravda vítězí. La vérité l'emporte. Alors, Monsieur Badiou, c'est ici le lieu rêvé pour votre intervention. Mais de quel type de vérité allez-vous nous parler? Merci. Je vous laisse à votre audience. Merci à vous. Ce dont je vais vous parler ce soir est très important pour moi, car je peux dire que tout mon travail philosophique revient en fait à proposer une nouvelle définition de ce que c'est qu'une vérité et d'en tirer des conclusions quant à notre existence comme sujet dans le monde. Alors, je voudrais faire une petite histoire personnelle de cette recherche. L'être et l'événement, le livre sans doute fondateur pour moi sur ce point, qui paraît en 1988. Ce livre, vous pouvez le considérer comme la première partie d'une construction en plusieurs temps. Et cette partie concerne principalement la question de l'être, la plus vieille question de la philosophie. Qu'en est-il de l'être en tant qu'être, comme le nommait Aristote, et qu'en est-il des voies et des moyens de le connaître? Alors ma proposition, c'est que l'être en tant qu'être, l'être dépouillé de toute autre caractéristique que le fait d'être, est tout simplement une multiplicité, rien d'autre. Tout ce qui est une multiplicité. Ce que j'appelle une multiplicité pure, c'est-à-dire une multiplicité qui n'est pas composée d'atomes. Sinon, je dirais l'être, c'est l'atome, et pas la multiplicité.
L'être est composé d'éléments, un multiple est toujours composé d'éléments, mais ces éléments sont eux-mêmes des multiplicités, qui sont elles-mêmes composées de multiplicités, et ceci arrive à un point d'arrêt, en descendant, la décomposition de toute multiplicité, mais cet arrêt n'est pas l'un, un élément unique, parce que l'un serait forcément un atome, et l'être serait donc l'un, et non pas le multiple, mais cet arrêt est le vide, la multiplicité qui n'a plus aucun élément. Donc, tout ce qui est va aller du vide, qui est le néant matériel et réel, jusqu'aux combinaisons les plus infinies de multiplicité. Alors, par ailleurs, l'être et l'événement développent une théorie des vérités, qui est une théorie formelle des vérités. Les vérités sont, comme toute chose, des multiplicités. Ce qui revient à dire, les vérités sont. Il y a un être des vérités. Leur singularité est qu'elles dépendent d'un événement, c'est-à-dire d'une coupure, de la possibilité d'une création. Et cet événement, lui, est une multiplicité que je dirais évanouissante. Il n'apparaît que pour disparaître. Une multiplicité qui, en somme, dans la situation où elle arrive, il n'est pas l'événement, il arrive. Cette situation, cet élément, dans la situation où il arrive, est donc complètement infondé. Au fond, un événement, c'est ce qui arrive sans aucun fondement assuré dans l'être. C'est donc ce qui arrive de façon surprenante. Alors, au stade où j'en suis, il va se poser la question de savoir quelle est la forme de cette multiplicité paradoxale et plutôt rare, qu'on appelle une vérité et qui dépend d'un événement. Le livre, l'être et l'événement, va traiter donc à la fois d'une théorie de l'être et d'une théorie des vérités, tout cela dans le cadre d'une théorie du multiple pur qui se trouve affectée de temps à autre, de façon rare, d'une multiplicité infondée et surprenante que j'appelle un événement. La deuxième partie de cette construction a pour titre « Logique des mondes ». Après l'être et l'événement, logique des mondes, et cette deuxième partie paraît en 2006. La philosophie va lentement. La philosophie va lentement. Alors cette fois, il s'agit non pas de la question de l'être, mais de la question de l'apparaître. Il s'agit d'une théorie de ce qui, de l'être, c'est-à-dire des multiplicités quelconques, apparaît dans des mondes déterminés et forme des relations entre les objets de ce monde. Je propose de dire que cette théorie est une logique, alors, si vous voulez, que la théorie des multiplicités était ontologique. Elle était ontologique puisqu'elle parlait de l'être en tant qu'être. Alors c'est une logique, pourquoi? Parce qu'elle ne porte plus sur la composition de ce qui est un multiple pur, mais sur les relations qui se tissent entre toutes les choses qui apparaissent localement dans les mondes. En somme, après une théorie de l'être, on peut employer ici une expression de Hegel, une théorie de l'être là, l'être tel qu'il apparaît dans un monde déterminé, l'être tel qu'il est placé
est disposée dans les relations d'un monde particulier. Alors, dans Logique des mondes, la question de la vérité est reprise une deuxième fois. L'être et l'événement traitait de l'être des vérités. Quelle est l'espèce de multiple qui mérite d'être appelée une vérité, et de l'origine des vérités. Les vérités dépendent d'un événement. En ce qui concerne cet être des vérités, j'ai repris pour les nommer le mot d'un mathématicien, Paul Cohen, parce que je les ai appelés des multiplicités génériques. Je reviendrai tout à l'heure sur ce point, mais retenez comme ça au passage qu'une vérité, ça n'est pas une multiplicité ordinaire, c'est une multiplicité qu'on peut appeler générique. Avec Logique des mondes, on entre dans une toute autre question, qui est la question des corps réels, de ce qu'il y a dans le monde, de la logique des relations entre les corps, et en particulier la question de l'apparaître des vérités. Vous voyez, dans l'être et l'événement, je propose une théorie de l'être des vérités. Tandis que dans Logique des mondes, je propose une théorie de la façon dont les vérités apparaissent, dont elles sont créées, dont elles surgissent dans un monde particulier. Et alors, si tout ce qui apparaît dans un monde est un corps, eh bien, il faut aborder la question de ce qu'on appellera le corps d'une vérité. Et le corps d'une vérité, ça n'est pas seulement son être, le fait qu'elle ait une multiplicité particulière, mais c'est le fait qu'elle apparaît dans un monde particulier et qu'elle est donc composée d'éléments particuliers qui appartiennent à ce monde. C'est pourquoi ce deuxième tome, c'est écrit qui paraît en 2006, c'est largement une théorie des corps qui puisse être une théorie des corps de vérité. Exactement que le premier tome avait pour but une théorie des multiplicités pures qui puisse être aussi une théorie des vérités comme multiplicité, c'est-à-dire des multiplicités génériques. Donc, pour résumer tout cela, concernant notre fil conducteur qui est qu'est-ce qu'une vérité, dans l'être et l'événement, je reviendrai, vérité désigne un certain type de multiplicité dépendant d'un événement, voilà quant à son être, et dans Logique des mondes, vérité désigne un certain type de corps particulier, que j'appellerai le corps subjectivable, qui apparaît dans un certain monde. Alors, arrivé là, j'aurais pu arrêter. J'aurais pu me dire, j'ai traité de l'être des vérités, de l'apparaître des vérités, je peux me reposer. Mais non, j'ai le projet d'un troisième tome. Et je voudrais vous dire pourquoi. Le projet du troisième tome, c'est d'examiner non pas les vérités du point de vue de l'être ou de l'apparaître, mais l'être et l'apparaître du point de vue des vérités. Il s'agit de renverser l'approche. Au fond, c'est très simple. Le premier tome, l'être et l'événement, demande qu'en est-il des vérités par rapport à l'être. Le second tome demande qu'en est-il des vérités par rapport à l'apparaître. Et le troisième demande qu'en est-il de l'être et de l'apparaître du point de vue des vérités. Alors, j'aurais fait le tour de la question. Alors le problème, c'est que en venir à ce troisième temps demande la solution de problèmes très difficiles que je voudrais essayer d'éclairer pour vous. Une vérité, du point de vue humain, du point de vue anthropologique, une vérité pour nous tous, elle se compose toujours d'incorporations individuelles dans des ensembles plus vastes. Quand
nous pratiquons une vérité ou que nous rencontrons une vérité, qu'elle soit une œuvre d'art, une démonstration scientifique, un soulèvement politique, une rencontre amoureuse, quand nous rencontrons ce genre de choses qui va changer notre vie, eh bien, nous sommes dans une expérience qui est une expérience qui nous relie immédiatement, non plus seulement à nous-mêmes, mais d'une certaine façon à l'humanité tout entière. Et je voudrais donc savoir, c'est la question que je me pose maintenant, comment le monde, les individus du monde, comment ils se disposent, comment ils apparaissent, quand on les examine à l'intérieur du processus d'une vérité elle-même. C'est donc une question qui renverse, vous le voyez, la perspective des deux premiers volumes. On se demandait ce qu'étaient les vérités du point de l'être et de l'apparaître. On se demande maintenant ce qu'il en est de l'être et l'apparaître du point de vue des vérités. Et alors, on se heurte à des problèmes de dimension, à des problèmes d'échelle. Les vérités sont essentiellement infinies. Je ne vous donne pas la démonstration de ce point, mais vous pouvez vous en faire une image. Une vérité, c'est ce qui va rester. Une vérité, c'est ce qui a été créé à un moment donné, mais qui, d'une certaine manière, reste vrai ensuite pour toujours. Donc une vérité, ça a une puissance qui va au-delà du temps, qui survit au temps. C'est une image de ce qu'on peut qualifier d'infinité des vérités, tandis que les corps et nous-mêmes, tels que nous apparaissons dans les mondes, ça nous semble absolument fini, marqué de finitude, marqué de mortalité, marqué de faiblesse. Il faut donc s'engager, lorsqu'on parle du monde vu à partir des vérités, il faut s'engager dans la question de la relation du fini et de l'infini. Relation qui tourmente la philosophie depuis Descartes. Descartes qui disait, chose très étrange, que l'infini était une idée plus claire que le fini. Alors, cette difficulté, la relation du fini et de l'infini, c'est-à-dire aussi la relation de tout individu fini à une vérité infinie, cette difficulté, on la trouvait déjà dans les deux premiers volumes d'une certaine manière, parce que dans l'être et l'événement, il y a une théorie assez compliquée, à vrai dire, sans doute trop compliquée, de l'effet en retour des vérités infinies sur le monde, dans lequel, après l'événement, elles ont travaillé, elles se sont développées. Qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, quand une vérité surgit dans un monde particulier? Eh bien, cette vérité va changer ce que j'appelle le savoir. Dans toute situation où il y a un certain état du savoir, et si vous avez une nouvelle vérité, vous allez avoir en réalité une transformation du savoir. Il va y avoir création d'un savoir nouveau dont la nouvelle vérité va éclairer la naissance et le développement. Alors, c'est une vieille idée qu'on trouve chez Platon, dans quelque chose que vous connaissez sans doute, qui est l'allégorie de la caverne. Platon nous dit, on arrive à l'idée, c'est-à-dire à la vérité, en sortant de la caverne des apparences, mais il faut redescendre dans la caverne pour éclairer ce qui existe à partir de l'idée. Et il faut le faire, quitte à encourir un certain nombre de risques. Alors cette question du retour, très important, du retour des vérités vers le monde, je l'ai traité dans l'être et l'événement sous le nom de théorie du forçage. C'est la théorie sans doute la plus compliquée de ce livre. C'est-à-dire on force une vérité, force une transformation du savoir commun à partir de la vérité neuve. Mais chacun en a l'expérience. Si l'on prend par exemple la vérité qu'il y a dans une rencontre amoureuse,
tout le monde sait que ça va transformer le savoir qu'on a du monde lui-même. Et que quand on vit dans l'intensité d'une vie amoureuse, le monde est en quelque sorte forcé de devenir différent. Et c'est simplement la généralisation de cela qui consiste à dire que toute vérité neuve, toute vérité qui surgit dans un événement, va transformer ce que nous savons du monde. Et par conséquent, elle va forcer notre savoir à devenir différent. Dans Logique des mondes également, il y a une théorie assez compliquée, qui est la théorie de la compatibilité. Je ne vous en parle pas ici, mais qui a une théorie ici qui se rapporte à un certain nombre d'effets spéciaux des vérités sur le monde. En somme, j'avais deux notions, le concept de forçage et le concept de compatibilité, qui traitent déjà du rapport entre la vérité et la situation. Le troisième volume que je prépare, et dont je vous parle, va systématiser tout cela. Il va s'installer dans les différents types de vérité, le type amoureux, le type politique, le type scientifique. Il va s'installer là et il va demander que se passe-t-il quand le monde entier est abordé du point de vue de la vérité. Que se passe-t-il quand on adopte le point de vue de la vérité sur les multiplicités ordinaires? Alors, vous voyez, le but de tout cela, au fond, c'est de poser la question: comment le monde est-il éclairé du point de vue des vérités? Est-ce qu'il y a des obstacles? Qu'est-ce que c'est qu'une victoire de la vérité? Qu'est-ce que c'est qu'un échec de la vérité? Qu'est-ce que c'est qu'une création? Voilà les questions que je voudrais aborder et qui, vous le voyez, sont les questions de l'effet des vérités dans le monde et non pas la simple question de l'être ou de l'apparaître des vérités. Le but de tout cela, c'est de lier à la fin des fins la notion de vérité à la représentation de ce que c'est qu'une vie humaine digne de ce nom. Le problème final, c'est celui de ce que j'appelle la vraie vie. Alors, la question de la vraie vie, je l'avais déjà un peu abordée à la fin de Logique des mondes. Qu'est-ce que la vraie vie? Ma réponse est: la vraie vie, c'est vivre sous le signe d'une idée. C'est vivre dans le contact avec des vérités. C'est vivre dans une sorte d'incorporation subjective aux vérités. Mais il faut aller plus loin, je pense. Il faut se demander quel est le rapport de la vérité à la vie. Et par conséquent, quel est le rapport de la philosophie à la vie réelle? C'est une question vraiment primordiale. Vous comprenez bien que si on ne peut pas dire à quoi sert la philosophie du point de vue de la vraie vie, la philosophie n'est qu'une discipline académique supplémentaire. Il faut tenter de créer la possibilité d'un rapport direct entre la philosophie et la vie, la vraie vie. Il faut retrouver la question platonicienne du rapport de la philosophie au bonheur de vivre. En somme, il faut passer d'une doctrine négative de la singularité des vérités à une doctrine affirmative. Dans Théorie du sujet, un livre écrit en 1982, je distinguais le procès subjectif et la subjectivation. Autrement dit, je distinguais la
constitution d'un sujet, son être, si vous voulez, du moment où le sujet se constitue lui-même dans son rapport à quelque chose. Et je dirais que l'être et l'événement et logique des mondes contiennent des choses très importantes sur le procès subjectif, mais que la subjectivation proprement dite, c'est-à-dire la manière dont on entre dans le rapport aux vérités, reste obscure, traitée négativement ou de façon purement différentielle. La subjectivation, vous le voyez, c'est la façon dont on subjective de l'intérieur le protocole de vérité. Je crois qu'il me manque encore, c'est une autocritique, je crois qu'il me manque encore une intuition véritable de ce que c'est que la subjectivation. Et surtout, de ce que peuvent être, pour une même vérité, des subjectivations différentes. Je voudrais prendre ici un exemple très simple. Deux personnes différentes regardent un grand tableau, une grande œuvre picturale. On aura un fragment d'incorporation à la vérité artistique avec un certain affect, l'immobilisation du regard de l'un et de l'autre sur le tableau. Mais cet acte de subjectivation, qui consiste à regarder le tableau, est-il identique chez les deux spectateurs? Voilà une question extrêmement difficile. On est tenté de dire, oui, c'est la même œuvre, c'est la même vérité, donc c'est le même procès subjectif, mais c'est donc la même subjectivation. Eh bien non. On ne peut pas supposer que l'acte de subjectivation est le même chez les deux spectateurs. On n'a pas de raison de le supposer. Pas plus qu'on a le droit de supposer que deux personnes qui s'engagent dans un mouvement révolutionnaire ont une subjectivation exactement identique de ce mouvement, et ainsi de suite. Question très délicate, qu'est-ce qui fait la différence de deux subjectivations au regard d'une vérité qui est la même et qui, de surcroît, est universelle? À la fin des fins, l'expérience de regarder ce tableau peut concerner des milliers ou des millions de spectateurs dans des générations successives. Va-t-on supposer des subjectivations à chaque fois différentes? Cela va rompre l'unité du sujet supposé de la vérité. Et ne va pas-on entrer dans la phrase de Pirandello « à chacun sa vérité ». Mais si on dit « à chacun sa vérité », il n'y a en un certain sens plus de vérité du tout. Dans le cas du tableau, il y aura un objet unique qui va se disloquer, se démultiplier selon les perceptions des uns ou des autres. Alors, le problème ne peut être résolu que si on fait un détour par la question de la négation. C'est un point que je voudrais vous soumettre parce qu'il est délicat, mais d'un extrême intérêt, y compris dans les questions politiques. Parce qu'en politique, la question de l'unité subjective est fondamentale. Mais comment cette unité subjective peut-elle résister à la multiplicité des subjectivations différentes? Pourquoi la question de la négation? Chacun voit le tableau à sa manière. La perception de l'un n'est pas la perception de l'autre, même si le jugement est d'accord. Même si l'un dit « j'aime ce tableau », que l'autre dit aussi « j'aime ce tableau », néanmoins la subjectivation peut être supposée différente. Par conséquent, la perception de l'un n'est pas la perception de l'autre. Mais
Si cette négation est une négation classique, c'est-à-dire qu'une perception de l'un est contradictoire à la perception de l'autre, eh bien, on va être conduit au scepticisme. Il n'y aura pas d'unité subjective du tout. On aura simplement des perceptions différentes dont chacune peut être considérée comme la négation de l'autre. Ce problème est un problème très embarrassant et je vous indique simplement au passage qu'il ne peut être résolu qu'en introduisant une logique différente de la négation, c'est-à-dire une logique qui n'obéit plus au principe de non-contradiction. Autrement dit, vous devez pouvoir affirmer que la perception de l'un n'est pas la perception de l'autre, mais que ça peut coexister, que néanmoins, les deux perceptions peuvent être des perceptions de vérité. Et vous voyez que pour cela, il faut que la négation fonctionne autrement que d'habitude, et qu'elle fonctionne de telle manière que vous puissiez admettre que des positions contradictoires peuvent coexister dans une expérience finalement unifiée. Or, ce point est très important, y compris aussi en politique. Supposez par exemple que dans une unité politique, à propos d'une décision, il y ait des avis différents, des subjectivations différentes. Comment traiter le problème? S'il s'agit de positions contradictoires selon la logique classique, vous allez avoir une dislocation de l'unité ou une scission de la communauté politique. Mieux vaut considérer que les deux subjectivations peuvent continuer à travailler de façon coexistante à l'intérieur de leurs différences. C'est un problème très essentiel aujourd'hui, dans tous les domaines, que de se demander comment une certaine négation peut fonctionner à l'intérieur d'une unité essentielle. Tout cela aboutit en définitive à une expérience philosophique neuve. C'est l'objectif de ce troisième volume. À une expérience commune de l'idée, de la vérité, à la coexistence possible de subjectivations différentes et à la nécessité de transmettre les expériences différentes dans l'unité de la vérité. Nous retrouvons là un très très vieux problème philosophique qui est la forme du rapport entre l'unité universelle du vrai et la multiplicité des expériences de cette unité. Alors, vous voyez, en définitive, pour moi, les vérités existent. Je les caractérise et j'ai dit de manière explicite comment et pourquoi elles existent. Le problème difficile, c'est celui de la transmission des vérités dans la communauté d'une expérience. Ce qu'il faut transmettre, c'est que les vérités, en tant qu'elles existent, sont en exception du reste, qu'elles existent comme des œuvres à partir d'une dialectique serrée entre plusieurs formes de multiplicité. Cette vieille idée est une idée de Platon, parce que c'est l'idée que la vérité est accessible à tout un chacun sans qu'il ait à renoncer à sa singularité. La singularité de l'individu, sa subjectivation ne la détruit pas, elle l'installe dans une coexistence nouvelle avec les autres subjectivations. Comprenez bien que cela veut dire qu'une vérité unifie, mais qu'elle unifie sans exiger l'abandon des différences. Et c'est pourquoi nous évitons le piège du dogmatisme. On peut appeler dogmatique la position qui consiste à dire
s'il y a des vérités, alors ces vérités ne vont pas accepter les différences. Tout le processus que je vous décris, et dont je donnerai le détail technique plus tard, tout ce dont je vous décris tente à créer une théorie à l'intérieur de laquelle il y a des vérités universelles et que l'expérience de ces vérités universelles peut être partagée sans avoir à renoncer aux différences de la subjectivation et aux différences individuées. Ce qui veut dire qu'il peut exister une théorie non dogmatique des vérités universelles. Et ça, c'est un point très important parce que, pour le moment, la conception dominante, qui est une conception relativiste et en vérité largement sceptique, est que, en définitive, à chacun sa vérité. Puisque les subjectivations sont différentes, en définitive, il n'y a pas vraiment de vérité commune, et au fond, il n'y a que des opinions. Il n'y a que des opinions. Alors, comment on tranche entre les opinions? Comme il n'y a pas de vérité, pour trancher les opinions, c'est très difficile. Alors, finalement, on considère que la moins mauvaise, c'est celle qui est majoritaire. Or, ça n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Rien ne le démontre. Ce que je propose à la place de cette vision, c'est de dire il y a des vérités universelles, les subjectivations peuvent être différentes, les expériences de ces vérités peuvent être différentes, mais cette différence ne crée pas la nécessité d'une scission, la nécessité d'une opposition. Autrement dit, ce qui est universel, ce qui est égalitaire, travaille non pas contre les différences, mais à travers les différences. C'est le point essentiel auquel je veux parvenir et auquel je veux donner ses fondements. La philosophie, voyez-vous, pour moi, c'est cette discipline de pensée, cette discipline singulière qui part de la conviction qu'il y a des vérités et qui cherche à savoir ce que signifie le partage des vérités. Ne pas renoncer à l'universel, mais ne pas renoncer non plus aux différences subjectives. C'est l'idée que l'universalité des vérités, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient de l'ordre de l'art, qu'elles soient de l'ordre de l'action politique ou tout autre genre, la caractéristique des vérités, c'est certainement de pouvoir être vérité pour tous les esprits. Mais ce pour tous les esprits doit être conçu de telle sorte qu'il n'entraîne pas de négation dès lors que les subjectivations sont différentes. Et c'est pourquoi on se servira d'une négation qui est aussi une possibilité de coexistence. La philosophie est un trajet. Elle va de la vie qui propose l'existence des vérités à la vie qui fait de l'existence des vérités une expérience partagée. Que nous donne l'époque dans laquelle nous vivons? Qu'est-ce qu'elle est? Quelles sont les choses qui ont de la valeur? Quelles sont les choses qui n'ont pas de valeur? La philosophie propose un tri collectif et partagé dans la confusion de l'expérience. Et grâce à l'existence des vérités, la philosophie propose une orientation de la vie, collective et personnelle. Alors ça suppose vraiment un concept de vérité. Cette vérité peut très bien recevoir un autre nom. Dans l'histoire de la philosophie, ce dont je vous parle là sous le nom de vérité a connu d'autres noms. Toute une partie, par exemple, de l'œuvre de Deleuze, eh bien, on voit que ce que nous appelons ici la vérité s'appelle le sens. Presque dans n'importe quelle philosophie, on peut nommer vérité, comme ce que je vous dis là, c'est-à-dire ce qui permet un partage de l'orientation de l'existence. Il faut donc de toute façon un tri entre ce qui est vérité, ce qui est sens, ce qui est bien, peu importe le mot, et le partage de tout cela, l'orientation à partir de tout cela, et ce qui ne l'est pas.
Il faut donc un tri, il faut une machine à trier ce qui est vérité et ce qui ne l'est pas. Et donc il faut un concept de vérité. Il faut montrer que cette vérité existe vraiment, mais qu'il n'y a pas pour cela besoin d'un miracle, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des dispositifs transcendants. Certaines philosophies tiennent à ces dispositifs transcendants, un Dieu, un bien, etc. Mais ce n'est pas ma voie. Alors on revient à ce moment-là tout près de la question la plus simple et la plus initiale. Qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce qu'une vie digne et intense, non réductible aux stricts paramètres de la vie animale? Une vie qui signale l'affect du bonheur réel. Voilà, je pense que la philosophie doit inclure, à la fois dans sa conception et dans sa proposition, la conviction que la vraie vie peut être expérimentée en immanence et partagée sans conflit. Quelque chose doit signaler la vraie vie à l'intérieur d'elle-même, pas seulement comme un impératif extérieur, comme l'impératif moral kantien. La vérité se signale aussi par un affect qui nous dit qu'avec cette orientation, la vie vaut la peine d'être vécue. Il y a chez Aristote une formule que j'aime beaucoup et que je reprends volontiers. Vivre en immortel. Vivre la mortalité, mais la vivre en immortel. Il y a d'autres noms pour cet affect du vrai. Béatitude, chez Spinoza. Joie, chez Pascal. Surhomme, chez Nietzsche. Sainteté, chez Bergson. Respect, chez Kant. Je crois qu'il y a un affect de la vraie vie. Et moi, je lui donne le nom le plus simple, celui de bonheur. Cet affect n'a pas de composante sacrificielle, rien de négatif n'est exigé, il permet le partage, il n'y a pas de sacrifice comme dans les religions dont la récompense est demain et ailleurs. Cet affect, c'est le sentiment partagé de la subjectivation du vrai, c'est le sentiment affirmatif d'une délitation de l'individu dès lors qu'il co-appartient au sujet d'une vérité. La philosophie, ce sera ma conclusion, à partir du moment où elle affirme et soutient une conception non dogmatique des vérités. La philosophie, c'est trois choses. C'est un diagnostic de l'époque. Qu'est-ce que notre époque nous propose? C'est une construction à partir de cette proposition contemporaine d'un concept de vérité. Et c'est enfin une expérience existentielle et partagée relative à la vraie vie. Diagnostic sur l'époque, que nous propose-t-elle? Construction d'une idée partagée et non dogmatique de la vérité, expérience de la vraie vie et de son affect. L'unité des trois, c'est la philosophie. L'unité des trois, c'est la philosophie, le contexte dans lequel il peut y avoir une vérité, le concept de cette vérité et l'orientation de la vie en fonction de son existence. À un moment donné, vous savez, la philosophie, c'est une philosophie. Quand j'aurai écrit mon troisième volume, j'aurai proposé l'unité des trois composantes de toute philosophie, et je pourrais vous dire, la philosophie, c'est moi. Et c'est donc aussi bien, vu ce que je vous ai dit sur le partage, c'est aussi bien égalitairement vous tous, qui me lisez ou pas, qui pensez ce faisant avec moi, ou contre moi, ou sans moi, aussi bien. Mais c'est le partage des vérités qui compte. Ce n'est pas le partage
de la théorie des vérités. C'est l'expérience des vérités elle-même qui compte. Si penser il y a l'éternité d'une expérience terrestre. C'est cela que la philosophie essaie de rendre possible. Elle ne le crée pas, elle cherche à l'éclairer, à le rendre possible. L'éternité d'une expérience terrestre, celle d'une immanence à la vraie vie. La vraie vie, la vie qui partage la subjectivation des vérités et qui se réjouit de leur existence. Et dans l'immanence à la vraie vie, nous tous, amis et ennemis, lecteurs et non-lecteurs, philosophes et non-philosophes, nous partagerons le bonheur de cette immanence. Merci. Eh bien, est peut-être venu le temps également du partage avec Alain Badiou sur ces propositions qui sont somme toute des propositions de vie très très généreuses, qui sont celles de la confrontation, mais également du partage. Donc, libre à vous de vous exprimer également et de proposer à Alain Badiou des éléments et des pistes de réflexion. Jenom krátce. Já se chci zeptat, jestli já jsem básník, ale český básník, a jestli znáte, se chci zeptat, jestli znáte ve Francii některého básníka, který by se nechal cizím štěstím, jestli by se nechal cizím štěstím brutálně zrecyklovat tou současnou dobou. Děkuji. Vous savez, je pense que la poésie est un registre très important des vérités, comme je les comprends. Peut-être même y a-t-il quelque chose de poétique dans toute vérité. Parce que une vérité, c'est quelque chose qui échappe en partie à la langue ordinaire, à la langue courante. Une vérité, c'est quelque chose qui naît comme un événement et qu'il faut ensuite travailler, partager. Et une vérité n'est pas immédiatement existante dans la langue courante. Or, ce qui n'est pas la langue courante, c'est par excellence le poème. La poésie, c'est ce qui fait dire à la langue ce que d'habitude elle ne dit pas. Et donc il y a un lien très profond entre vérité et poésie. Et j'ai même soutenu à un moment donné que dans toute vérité, lorsqu'on cherche à lui donner un nom à cette vérité nouvelle qui apparaît, qui surgit, cette recherche est de nature poétique. Et que le nom qu'on donne aux vérités est une création dans la langue qui ressemble à la création poétique toujours. Donc, pour trouver un poète qui soit dans l'élément de la subjectivation des vérités, je crois qu'on peut prendre n'importe quel poète. Et donc, j'en trouverai sûrement un. Louise
zase Lukáš Maška, děkuji za slovo. Mám dvě stručné otázky, položíme tady v češtině. První otázka navazuje na to, co jste zde řekl. Zajímá mě, jaký je potom společenský status filozofie. Zda není docela ostře hierarchický v tom slova smyslu, že popisujete situaci nějakou skeptickou, ve které vlastně všichni se domníváme, že má každý svou pravdu, jak jste citoval. A do této situace by nějakým způsobem měla zasáhnout filozofie, měla by ukázat, že pravda existuje. Je to skutečně filozofie jako disciplína, jak jste ji tady popsal, která je toho schopna a jenom ona. A co by to potom znamenalo vlastně pro události v politickém řádu a tak dále, nepředpokládalo by to poměrně, a tady se opět vracíme vlastně k Platónovi, k nějakého představě filozofů králů, nepředpokládalo by to vlastně určitou dominanci toho filozofického diskurzu nad těmi ostatními a pokud to v nějaké slabší podobě zastáváte, jaké jsou historické příklady této změny? Můžeme něco podobného najít ve vztahu, dejme tomu, levicové filozofie a dělnického hnutí v 19. století? Předjímala filozofie nějakým způsobem toto hnutí, a nebo je to spíše jenom zpětná projekce? To je tedy první otázka. Druhou otázku už zestručný. Vlastně rozumím tomu tak, že vaše teorie události, potažmo pravdy, je možná nejdůslednějším rozchodem s nějakými variantami historického materiálu. Protože o události říkáte, je absolutně nepředvídatelná. Jaká je potom role sociálního vědce, respektive někoho, kdo pracuje s nějakou pozitivistickou variantou, s nějakou filozofií dějin? Já tady zmiňuji konkrétně historický materialismus, protože by mě zajímalo, co s vaší teorií událostí, s vaší filozofií, potom ještě z marxismu, na který tu a tam odkazujete, zbývá. Jestli vůbec něco. Alors, sur la première question, je voudrais rappeler que j'affirme absolument que les vérités ne sont pas créées par la philosophie. La philosophie n'est pas une discipline qui crée les vérités, elle est simplement une discipline qui essaie de proposer à chaque époque, depuis le monde grec jusqu'à aujourd'hui, elle essaie de proposer à chaque époque une théorie de la vérité qui soit ajustée à la production de vérité de son époque. Parce que les époques successives créent des genres de vérités différents. Par exemple, en Grèce, on voit apparaître la géométrie et l'arithmétique, mais aujourd'hui, on voit se développer, mettons la géométrie algébrique ou des disciplines, y compris mathématiques, tout à fait nouvelles, tout à fait différentes. Donc, la philosophie ne crée pas les vérités, elle essaie de permettre de leur repérage, leur identification, en proposant un outil nouveau qui est un concept de vérité. Ça, c'est le premier point. Et évidemment, elle est aussitôt amenée à lutter contre tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas besoin de ça, qu'il n'y a pas besoin de vérité, que les opinions courantes suffisent. C'est pour ça que dès le début, Platon engage la lutte contre les sophistes. Parce que la doctrine des sophistes, c'est il n'y a pas de vérité, il n'y a que des opinions plus ou moins fortes. Et la philosophie va lutter contre cette idée que c'est la force qui règle la circulation des idées. La théorie des sophistes, c'est une idée s'impose quand elle est la plus forte, voilà. Et la philosophie, c'est ce qui dit non, l'idée doit s'imposer à raison de son universalité réelle, c'est-à-dire à raison de sa vérité. Et ça engage un conflit qui se poursuit contre le scepticisme, contre le sophisme, contre le cynisme, etc., tout du long de l'histoire de la philosophie classique. Donc ça, c'est un point très important, et qui distribue assez bien le rapport entre les créations de vérité, qui relèvent de champs spécifiques, qui sont les champs de la création humaine, hein. Création des œuvres d'art, création des théories scientifiques, création des grandes figures de la passion existentielle, création des grandes nouveautés politiques. Donc il y a le champ de la création humaine, et puis il y a le champ de l'identification dans cette création humaine de ce qui est réellement universel, de ce qui mérite le nom de vérité, c'est ça qui est la tâche de la philosophie.
ça c'est un point qui est très général et que je n'invente pas. Alors sur la deuxième question, je pense que le fait que les grands événements, y compris et surtout politiques, soient imprévisibles, ça c'est un fait. Même Marx, même Engels n'ont jamais nié ce point. Ils n'ont jamais dit qu'on pouvait déduire la Révolution française des conditions sociales de l'Ancien Régime. Il y a des partis déterminés, et puis il y a des partis qui ne le sont pas du tout. Et en fin de compte, quand il y a un grand événement, ce qui la caractérise justement, c'est qu'il n'était pas prévisible. Personne ne l'a prévu, et tous les acteurs de ce mouvement sont dans l'imprévisible. On voit bien que quand il y a une révolution, la situation change tous les jours, hein, et elle n'est prévue par personne, et donc il faut s'adapter aux circonstances, de sorte qu'il en va de même quand surgit un nouveau courant artistique totalement novateur, tout ça est imprévisible. Donc simplement, il faut intégrer au matérialisme, qui permet d'expliquer des tas de choses, hein, il faut intégrer au matérialisme cet élément supplémentaire qu'il y a des événements, et c'est pourquoi même mon maître Louis Althusser a fini par parler d'un matérialisme aléatoire. Matérialisme aléatoire, ça signifiait qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas prévisible. Entre parenthèses, c'est une très vieille idée, puisqu'on la trouve déjà chez Épicure. Le matérialisme atomistique d'Épicure comporte un élément aléatoire qu'il appelle le clinamen, la déviation. Et au fond, on voit très bien qu'un matérialisme authentique fait place aussi à l'imprévisible. Voilà. Donc, je me sens en état de rester marxiste. Jenom velmi stručně, buď jsem špatně svou otázku formuloval, nebo při vší úctě se ztratil v překladu. Tedy ještě jednou, moje první otázka se neptala na to, jak je to možné, že filozofové vytvářejí pravdy, nebo je přísně za to předcházejí. Spíše mě zajímá, jaký bude společenský status filozofie, přijmeme-li, že jedině filozofie může osvětlit nějakou teorii pravd, respektive jedině filozofie může dokázat, že pravdy existují. Co to bude znamenat pro postavení filozofie ve společnosti? K té druhé jenom velmi stručně, ačkoliv dalo by se to přejít. Necháme to u té první. Mais le philosophe a toujours été le personnage qui prenait la parole au nom de la philosophie. Le statut social n'est pas déterminé. Il n'y a pas de détermination du statut social de la philosophie. En particulier, il ne faut pas du tout confondre l'existence créatrice de la philosophie avec le fait qu'il y ait une discipline universitaire qui s'appelle la philosophie. Ce qui est très bien d'ailleurs. Mais la philosophie créatrice, elle a été inventée par des gens tout à fait différents. Prenez Descartes, par exemple, il n'était absolument pas dans l'université qui existait à son époque. Au contraire, il polémique contre la Sorbonne, etc. Il y a des personnages tout à fait étranges dans la philosophie, des espèces d'égarés solitaires comme Nietzsche. Il y a les philosophes du XVIIIe siècle qui sont des intellectuels engagés, déjà, des gens qui mènent des combats politiques périlleux, hein, exposés. Il y a des sortes de demi-autodidactes qui fonctionnent tout seuls, un peu comme des fous, comme Auguste Comte. Philosophe, c'est n'importe qui en vérité. C'est n'importe qui s'est avéré capable, à un moment donné, dans des conditions très variables et très complexes, de prendre position sur la question des vérités. Et même Socrate, c'est un personnage, le créateur, c'est un personnage qui se baladait dans les rues en parlant aux gens, hein, pas de statut particulier. Il n'était ni pauvre ni riche d'ailleurs. Donc je pense que de même que les vérités surgissent sous condition d'un événement, le philosophe surgit par hasard aussi. Il y a des époques où il y en a beaucoup, des époques où il y en a moins. Ce n'est pas une catégorie bien déterminée. Dans les époques où la philosophie devient trop une profession, quand elle est trop localisée, je pense au Moyen-Âge par exemple, où seul le clergé, en fait, mais plus exactement les moines font de la philosophie, elle devient une scolastique.
Alors ça, il faudrait entrer sur la distinction entre philosophie et scolastique. Scolastique, c'est quand, au lieu de l'invention d'une catégorie de vérité, on a la répétition travaillée avec des petites variations d'un corps de doctrine unique. Je pense par exemple qu'aujourd'hui, aux États-Unis, la philosophie analytique est une scolastique. Scolastique, ça a son intérêt, mais pour moi, ce n'est pas de la philosophie. Donc je ne peux répondre à votre question que de la façon suivante, le philosophe est un nomade de la pensée. D'autres questions? Je suis un économiste tchèque, bassement pragmatique. Et ma question est simple. Quelle liaison faites-vous entre la vérité, l'action et les conséquences de l'action? C'est-à-dire, vous acceptez, si j'ai bien compris, une vérité universelle, mais dont plusieurs personnes peuvent avoir des perceptions, ou comment vous dites, subjectivations différentes. Et maintenant, il y a une base de choix d'action sur ces perceptions de cette vérité. Certains réussissent, d'autres prennent des gifles, etc. Donc, est-ce que vous continuez un peu là? Quelles sont les conséquences des différentes perceptions de la vérité sur l'histoire, le futur du monde, des actions? Oui, je voudrais dire que la vérité, pour moi, les vérités sont des processus. Hein. Ce ne sont pas des simples jugements, ce sont des processus. Ça commence par un événement, et déjà, il va y avoir ceux qui vont s'engager dans cet événement, suivre les conséquences de cet événement, créer la vérité, ceux qui vont rester en dehors. Donc la vérité est un processus. De ce point de vue-là, on peut dire qu'elle est elle-même une action. Il n'y a pas la vérité et puis l'action au nom de cette vérité. Il y a l'action qui crée, qui déploie une vérité elle-même. Cette action peut parfaitement être une recherche scientifique ou la peinture d'un tableau ou la participation à une émeute ou à une révolution. Mais de toute façon, les vérités, ce sont des processus actifs. Et ce qu'on appelle vérité, c'est le résultat de cette action. C'est-à-dire, c'est le résultat des conséquences de l'événement, et pas de l'événement lui-même. Donc, il y a, si on prend l'action collective, c'est un peu le sens de votre question, si on prend l'action collective, elle va se déployer à partir d'une situation et d'un événement, et elle va traiter les conséquences de tout cela, orienter les conséquences de tout cela dans une certaine direction qui va être en cours de route discutée dans un contexte que j'ai essayé de préciser, c'est-à-dire celui qui admet qu'il y a des différences de subjectivation sans que ça entraîne nécessairement l'abandon, la scission ou la destruction du processus. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut admettre qu'il y a des cas où les conséquences de vérité n'arrivent pas à être traitées, où le processus échoue, et il y a des échecs de vérité, il y a des vérités échouées. Et souvent, il y a des vérités échouées qui sont reprises plus tard, parce que le souvenir de leur échec reste et qu'on recommence dans des conditions différentes à partir du même problème. C'est un exemple absolument classique, c'est la façon dont Lénine part de l'échec de la Commune de Paris. Il a médité l'échec de la Commune de Paris, et une partie de sa conception et de la conception de tous ceux qui ont travaillé avec lui à la politique part du bilan de cet échec. Donc voilà, c'est comme ça que je vois la figure de la chose. Et la philosophie, elle vient après. Elle tire de tout ça sa conception, son concept de la vérité. Mais parce que le processus de la vérité existe, d'abord. Je suis d'accord avec Hegel de ce point de vue-là. Hegel disait toujours la philosophie est comme la chouette, elle ne s'envole qu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire que la philosophie s'envole quand tout a déjà eu lieu. C'est un peu vrai. Mais en même temps, elle s'envole quand tout a déjà eu lieu, mais elle éclaire quand même ce qui va venir. Donc elle est de la nuit, mais elle est un peu aussi du matin.
mě tam zaujalo, že vlastně spojujete koncepci pravdy a hledání pravdy se štěstím, což pokládám za velice významnou věc, která vlastně působí jako hlubina hodnota, která pro člověka je ta nejvážnější. A jestli to můžeme otočit, nebo podívat se na to, že současný svět vlastně žije v obrovských množinách nepravd, tak zdá tedy, že zase žije opravdu v situaci velkého úvozovka, který neštěstí. A je-li ten proces, budeme-li tedy hledat ve filozofii, nacházet, udělat tedy obrovské know-how, že najdeme cesty k definování, konstituování pravdy, tak snad otočíme nebo pomůžeme k tomu procesu i v oblasti té psychologie, v oblasti teda psychiky, citu, štěstí, stavu. A ještě podotázka, nepravda není jistě jenom pouhou negací pravdy. Nebo ano. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, à savoir que je pense qu'il y a un lien essentiel entre vérité et bonheur, absolument. C'est une doctrine que la philosophie soutient depuis ses origines et que je tente de reprendre. Parce que la thèse est que quand on n'est pas dans l'élément de la vérité, on n'est par conséquent pas dans l'élément de ce qui est universel, donc on n'est pas dans l'élément de ce qui peut être partagé avec les autres, et donc on est dans une situation qui conduit inévitablement à la solitude et au conflit. Et je pense que la solitude et le conflit ne peuvent pas être les ressources d'une vie digne de ce nom. Donc la vérité en tant qu'elle est l'universalité partagée, ou possiblement partagée, c'est à mon avis la clé du bonheur, dans les différentes formes qu'il peut. On pourra parler, alors ça, il faudrait faire des analyses de détail, je les ferai, j'espère, dans le 3e volume, mais que ce soit dans le bonheur de la contemplation artistique, que ce soit dans le bonheur de la rencontre existentielle, que ce soit le bonheur de l'action collective, que ce soit le bonheur de la connaissance scientifique partagée, dans tous ces registres-là, il est essentiel qu'il y ait des vérités. Et alors, la non-vérité, c'est pas vraiment une négation, c'est une absence, ce qui n'est pas pareil. C'est le moment où la vérité est absentée. Et ce qui est grave, c'est quand il y a des idéologies qui justifient cette absence, qui essaie d'installer l'absence de la vérité comme une situation normale. Hein. Et c'est quand même une idéologie très répandue aujourd'hui, où on essaie de dire au contraire aux gens qu'ils vont trouver le bonheur dans l'absence de vérité. Si vous regardez bien, la propagande, c'est ça. La propagande, c'est ne vous souciez pas de cette histoire de vérité, consommez nos bons produits. Voilà. Mais ça, c'est une fausse piste pour le bonheur. Et on pourrait développer. C'est la confusion entre deux choses tout à fait différentes, qui est le bonheur, d'une part, qui a pour condition la possibilité d'un partage universel de quelque chose, et la satisfaction, c'est-à-dire la satisfaction des intérêts ou des désirs strictement individués, liés au fait que le sujet est devant le grand marché mondial et qu'il y prend ce qui lui plaît. Cette confusion entre bonheur et satisfaction est fondamentale dans le monde contemporain. C'est pour ça que la philosophie doit nécessairement entrer en scène, enfin une de ses fonctions, sa fonction peut-être principale, c'est en tout cas d'avertir et de dire que la propagande pour le fait qu'il n'y a pas de vérité, qu'on peut s'en passer, etc., c'est en fait la dénaturation de la vie heureuse, absolument. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jakou úlohu v tom procesu tvoření pravdy hraje náhoda. Děkuji.
D'abord, je pense que toute invention de vérité commence par un hasard. C'est-à-dire que si elle commençait par une nécessité, les vérités ne seraient pas des créations, des inventions, des nouveautés. Elles seraient simplement elles seraient comme le reste, on ne les distinguerait pas du reste. Non. Donc les vérités ne sont pas des nécessités, ce sont des créations, des surgissements, des inventions. Et donc il y a une part de hasard là-dedans. C'est ce que je disais à propos de l'événement. Dans l'événement, il y a une part de hasard. Je pense même que c'est très important d'arracher l'idée de la vérité à la nécessité stricte. Parce que si les vérités sont strictement nécessaires, alors elles sont en réalité non pas le résultat d'un choix, d'un engagement, d'une procédure de création, mais elles sont ce qui nous est imposé. Et si elles sont ce qui nous est imposé, elles ne se différencient pas de l'ensemble de ce qui nous est imposé. Les vérités sont des exceptions, et elles sont des exceptions justement parce qu'elles sont séparées de la nécessité par une petite couche de hasard. Donc il y a un hasard, le hasard est impliqué dans le partage des vérités, et d'autre part, c'est vrai que la rencontre des vérités, l'engagement dans les vérités, au début ou au milieu ou à la fin, la rencontre d'une vérité, ce sont des expériences vitales qui comportent des hasards. Même à un niveau très élémentaire, vous allez, prends encore un exemple musical, mettons, vous allez à un concert, un peu par hasard, parce que c'est les vacances ou parce que quelqu'un vous dit d'y aller, et puis il y a une œuvre que vous entendez qui vous fait un effet extraordinaire, cet effet de bonheur complet qu'on peut avoir dans la rencontre avec une œuvre d'art. Vous êtes saisi, vous la subjectivez de façon très intense, c'est un moment de vérité, c'est un moment d'incorporation à une vérité, puis vous avez été conduit à ce moment par hasard, après tout. Et des expériences de cela, il y en a d'essentielles. Après tout, c'est peut-être aussi par hasard qu'on rencontre l'homme ou la femme de sa vie. Vous l'avez peut-être rencontré un soir dans une improbable festivité. Donc c'est quand même vrai que le hasard joue, il faut accepter que le hasard joue un grand rôle, et il ne faut pas en tirer une idée de maudite. Ah, j'ai pas eu de chance, jamais le hasard. En fin de compte, on peut dire que ces hasards de la rencontre des vérités sont distribués assez généreusement. Merci bien. Je pense que j'ai bien compris que la vérité, il s'agit de ce qui est partagé. Ce que j'ai pas très bien compris, c'est pourquoi cette vérité devrait être une vérité platonique. Si, une de Platon. Il me paraît que justement ce qui est partagé serait ce qui existe dans les ombres et le soleil. Pourquoi descendre au fond de la caverne? Non, mais Platon ne dit pas cela. Et il ne dit pas que ce qui est partagé doit être dans les ombres de la caverne. Il dit que si vous avez rencontré une vérité, lui il appelle une idée, mais c'est pareil, il dit que si vous avez rencontré une vérité, eh bien, l'expérience de cette vérité doit vous conduire à la partager. Et c'est pour ça que pour la partager, il faut aller vers ceux qui n'ont pas eu la chance de la rencontrer. C'est ça qu'il appelle la caverne. C'est ceux qui sont encore dans l'ombre relativement à cette vérité-là. C'est particulièrement vrai, évidemment, pour lui, c'est à ça qu'il pense, en vérité, d'une vérité politique. Si vous avez rencontré une idée politique à valeur universelle qui vous indique assez clairement ce qu'il faut faire pour transformer positivement le monde dans le sens de la justice, eh bien, vous avez le devoir de faire connaître cette idée aux autres. Ça fait partie de l'idée elle-même. Et que l'idée elle-même, elle n'est pas là pour être simplement votre opinion personnelle. Elle est là
pour le partage et pour l'expansion de sa vérité. Donc, je reprenais l'image de Platon quand il dit « Oui, ben, si vous êtes sorti de la caverne, vous avez eu de la chance, hein, vous avez trouvé la sortie, vous avez vu le vrai soleil, au lieu de voir que des ombres. C'est quand même pas très sympa de parvenir dire aux autres, vous savez, il y a quelque chose dehors. C'est quand même mieux, ça fait partie de la dynamique des choses, de redescendre et de leur dire, vous savez, vous croyez que les ombres, il n'y a que ça, mais non, moi je vous dis, il y a un soleil dehors. C'est une générosité du vrai. Il y a une générosité du vrai. On ne peut pas avoir un rapport avare aux vérités. Can you give us an example, please, of one of these political truths? J'ai pas entendu. Bien entendu, supposez, prenez l'exemple de quelqu'un qui, en 1789, se trouve à Paris au moment de la prise de la Bastille, et il voit l'enthousiasme des gens pour la liberté, pour la nouveauté, et puis il vient de la province, il retourne dans sa petite ville. Est-ce qu'il ne va pas faire connaître ça aux gens de la petite ville? Bien sûr que si, il va leur dire, vous savez ce qui se passe à Paris, il y a des gens, il y a un mouvement pour la liberté, il y a des gens qui ont manifesté, on a pris la vieille prison du roi, etc. Il leur racontait tout ça, et il va aussitôt créer un comité pour la Révolution française dans sa petite ville. Il ne va pas rentrer et puis rester se coucher. Donc c'est toujours comme ça. Parce que quand vous rencontrez une vérité, il faut bien voir, vous avez une intensité subjective, nouvelle. Donc c'est pas un devoir au sens de Kant. Vous allez le faire en réalité. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez pas vraiment vu ce qui se passait. Ou alors vous êtes un réactionnaire qui rentre au contraire chez lui et qui ferme sa porte, qui se barricade en disant attention, exécutons tout de suite tous les républicains dangereux. Ça peut arriver aussi. Hein. Une dernière question. Dobrý večer, já bych se v návaznosti na tady tohle chtěl zeptat, jak teda poznáme událost. Jestli, když srovnáme třeba bolševickou revoluci v roce 1917 a srovnáme ji s převratem komunistickým v roce 1948, co z toho by pro vás byla událost? A s tím související potom otázka, vy jste to včera o tom mluvil, abych rád propojil, mluvili jste o komunismu nebo o tom, co rozumíte pod pojmem komunismus. Já bych se chtěl zeptat, jaký je teda rozdíl nebo vztah, respektive mezi pravdou a komunismem pro vás. Le communisme en tant que tel, c'est pas une vérité, c'est l'idée générale d'une vérité. J'ai dit comment je le définissais moi-même. Le communisme, j'y reviens, il faut le définir au terme du bilan historique actuel et de la façon dont Marx le définissait, à partir de 4 idées majeures. Premièrement, il est possible d'organiser la production autrement que sous la dictature de la propriété privée. Deuxièmement, il est possible de réorganiser la production sans passer par une très cruelle division du travail entre le travail manuel et le travail intellectuel, entre les tâches de direction et les tâches d'exécution, etc. Troisièmement, il est absolument possible d'affaiblir petit à petit le caractère séparé et autoritaire de l'État. Et quatrièmement, il est possible que finalement les hommes acceptent de vivre dans une entité qui serait une entité internationale, avec justement une égalité dans leurs différences, sans être indéfiniment et pour toujours enfermés dans des nationalités, des langues, des religions et des coutumes. Ça, communisme, ça veut dire, c'est l'affirmation de ces 4 possibilités. Après, les événements sont des événements politiques. Ils ne font pas
Ce sont des événements politiques qui peuvent se réclamer de cette idée, qui se réclament de cette idée, et qui se décomposent en une phase tout à fait initiale, qui est une prise du pouvoir, et ensuite dans des conséquences politiques qui sont ce qu'elles sont, et dont le rapport à l'idée n'est pas donné d'avance. Hein. Le rapport à l'idée n'est pas donné d'avance. Donc vous avez des séquences politiques qui doivent être examinées pour elles-mêmes. De même que la Révolution française, elle doit être examinée pour elle-même. Elle a commencé, elle a fini à un moment donné. La Commune de Paris, pareil. La Révolution de 17, pareil. Et le coup de Prague de 48, pareil. Et si vous voulez faire intervenir l'idée dans cette affaire, vous devez comparer les événements réels qui se sont produits, la façon dont l'État, le nouveau pouvoir, s'est comporté au regard de ce qu'exigeait l'idée. Et c'est pour ça que vous allez avoir des jugements contrastés, allant depuis certaines choses tout à fait positives, d'autres absolument négatives. Et ça travaille à l'intérieur du mouvement lui-même. Donc ça, c'est tout simplement la forme politique moderne du rapport entre l'idée générale de justice et l'action politique. Dans la Révolution française, on ne parlait pas de communisme, on parlait de liberté, d'égalité, de fraternité, de justice. Voilà, il y a toujours une norme, et cette norme, elle est le résultat d'un travail antérieur, elle est la trace d'événements disparus, mais elle sert dans l'action vivante, à l'intérieur des séquences politiques. Donc le communisme, c'est le nom contemporain pour la justice politique. C'est ça que c'est. C'est-à-dire, c'est le nom qui a été donné au XIXe siècle. Si vous voulez le changer, changez-le, mais trouvez-en un meilleur. C'est le nom qui a été donné aux conditions contemporaines de la justice dans la société. Et, exactement comme pour Platon, le nom de la norme pour la cité grecque, c'était la justice. Et toute la République est consacrée, le livre La République est consacré à l'élucidation de ce nom. Communisme, c'est le nom de la justice à partir du moment où la société est capitaliste. Voilà. Étant donné que le capitalisme peut difficilement se présenter comme une justice, bien qu'il essaye. Eh bien, peut-être, oui. C'est effectivement le moment de remercier Alain Badiou pour cette conférence très très riche et qui a abordé des domaines, somme toute, extrêmement divers. Donc, je tenais également à vous dire que le lieu dans lequel vous êtes, l'Institut français, est extrêmement attaché au débat d'idées, que ce soit à travers sa programmation cinématographique, c'est le lieu dans lequel vous êtes actuellement, qu'à travers les invitations d'auteurs. Donc Alain Badiou aujourd'hui, le 13 novembre, la directrice politique du Monde sera présente ici, Annick Cogent, et elle viendra aborder donc un thème effectivement très différent, mais très d'actualité, qui est le viol comme arme de guerre aujourd'hui et comme instrument de pouvoir. Ce sur quoi je veux volontiers insister, avant de nous retrouver autour du verre de l'amitié, c'est que pour faire vivre ces pluralités de subjectivation, nous avons nos propositions et nous avons impérativement besoin de votre présence pour faire vivre ce débat d'idées. Et donc, avant de nous retrouver dans la pièce à côté, nous pouvons peut-être partager avec Alain Badiou une même insertion, In Vino Veritas. Donc nous nous retrouvons, si vous voulez bien, juste à côté. Et encore merci Alain Badiou.